Salut tout le monde, bon je rentre juste de Los Angeles et le timing était vraiment trop serré pour vous parler d'actu aujourd'hui ou encore pour vous faire choisir le sujet comme je le fais d'habitude sur le canal Instagram. Voilà pourquoi que je me suis dit que ça faisait longtemps et que le moment était parfait finalement pour repartir en overtime. Parce que oui, vous connaissez, dans cette playlist, comme d'habitude, je vais faire appel aux chiffres. L'objectif, vous l'avez vu sur le titre, ce sera de définir qui est le meilleur scoreur all-time, ou encore le plus gifté, le plus skillé. Parce que oui, en termes de toto, LeBron est le meilleur scoreur all-time. Il est le seul dans l'histoire qui a dépassé la barre mythique des 40 000 points. C'est énorme, mais est-ce que ça veut forcément dire que c'est lui qui possède le plus de qualité pour ce qui est de directement mettre la balle dans le panier? Peut-être, mais je n'y mettrai pas ma main au feu. Alors pour vérifier ça, j'ai mis en place un système, des critères, des barèmes, en fonction d'éléments qui me semblaient cohérent. Tout ça, de toute façon, je vous l'explique juste après. Ce que l'on retiendra avant tout, du coup, c'est que ça m'a donné un résultat intéressant, que je me ferai un plaisir de vous partager. Je crois que les bases sont posées, on y va. Alors, qui est le scoreur le plus skillé de tous les temps en NBA ? Allez, rapidement d'abord, il faut que je vous parle de mes barèmes et de mes critères, pour avoir un petit peu de cohérence. Et d'abord, avant de vous parler du fonctionnement de mon système, il faut savoir que j'ai fait une présélection. Je suis allé voir tous les joueurs qui ont terminé des saisons en tant que meilleurs scoreurs, ou encore tous ceux qui avaient été auteurs des meilleurs perfs sur un match. J'ai également sélectionné ceux qui avaient compilé de grosses moyennes de points sur certaines saisons, ceux qui avaient de la durabilité, ou encore ceux qui, arbitrairement à mon avis, méritaient d'être passés sous mon crible. Ça m'a pris du temps, ça m'a donné une petite centaine de gars qu'il fallait départager, et pour ça, bien sûr, j'ai sélectionné soigneusement mes critères. Le premier est simple, plus t'as fini de fois meilleur scoreur de la saison en NBA, et a priori plus t'as d'arguments dans ce débat. J'attribue donc une étoile par trophée de meilleur scoreur, avec une limite de 5. Pour le deuxième, on ne va pas faire beaucoup plus compliqué, le nombre de points par minute. A priori, plus tu marques de points vite, et plus t'es un bon scoreur, logique. J'ai ensuite attribué les étoiles en fonction d'un barème qui m'a semblé cohérent, avant de faire la même chose avec le nombre de points par possession. Pour moi, c'était important de compter les deux, parce que le nombre de possessions dépend énormément de l'époque à laquelle les joueurs ont évolué. Ajouter cette donnée permet donc de relativiser les choses, et de bien les placer dans leur contexte. Après, pour aller plus loin, évidemment, il faut prendre en compte l'adresse, l'efficacité pour marquer des tirs. Pour ça, je suis simplement allé chercher le true shooting percentage de chacun. Il s'agit d'une statistique avancée très pratique pour analyser l'efficacité d'un joueur au scoring en fonction du type de tir qui est pris. Encore une fois, pour cette stat, j'ai créé un barème en étoiles qui me semblait adapté. Enfin, à ça, j'ai ajouté le nombre de perfs à 60 points ou plus pour chaque joueur. Une étoile par perf de ce type, avec un maximum de 5. Ce genre d'événement marquant se doit d'être pris en compte à mon sens, tant c'est la signature des gros scoreurs, et déjà ça nous fait pas mal de choses à comptabiliser. Sauf que pour aller plus loin, aujourd'hui j'ai fait un gros système, il m'a semblé intéressant d'ajouter des malus. Le premier correspond au nombre de lancers francs tentés. Trop c'est trop. Pour moi, un joueur qui s'appuie trop sur la provocation de faute ne peut pas être considéré comme le scoreur le plus skillé de l'histoire. Du coup, à partir de 5 lancers francs tentés en moyenne par match, dans mon système, tu obtiens du malus. Et forcément, plus tu en tires, plus le malus est important. Sachez que sans ce malus, James Harden et Joel Embiid se seraient retrouvés super bien classés. Trop à mon goût en tout cas. Franchement, les voir si haut, ça peut se discuter, mais pour moi, ce sont deux joueurs qui s'appuient trop sur la provocation de faute pour revendiquer le trophée de scoreur le plus skillé. C'est malin de leur part de réussir à faire ça comme ils le font, et bien sûr qu'il faut le prendre en compte. Ça leur permet certains soirs de faire d'énormes perfs, et ça leur a permis aussi de remporter des trophées de meilleur scoreur de la saison. Ceci dit, vous l'avez compris, ça m'intéresse d'un certain côté, mais je veux aussi dégager les scoreurs les plus polyvalents possibles. C'est aussi pour ça que les joueurs qui s'appuient trop, ou au contraire pas assez, sur le tir à 3 points ont également été pénalisés dans ce système. Pour moi, un scoreur complet, un scoreur aux 3 niveaux, il doit prendre environ 30% de ses tirs derrière la ligne à 3 points. Voilà pourquoi, quand tu prends entre 25 et 35% de tes tirs à longue distance, tu n'es pas pénalisé dans mon système. Par contre, plus tu t'éloignes de cette tranche, et plus tu obtiendras de malus, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et oui, ici, je veux parler du scoreur le plus gifté, qui peut marquer du plus de façon possible. Compliqué donc de mettre trop haut dans le débat des shooters unidimensionnels, ou encore des pivots qui ne s'appuient que sur leur puissance et leurs points dans la raquette. Bref, là on y est, ça nous a fait tout plein de données à rentrer dans un tableur, ce que j'ai fait, et maintenant, il n'y a plus qu'à observer le top 6 que ça a donné. C'est lui que je vais vous présenter aujourd'hui. Sauf que, avant de vous dévoiler la place 6, il faut que je vous parle du sponsor du jour, le NBA League Pass. Parce que ouais, en ce moment, et jusqu'à la fin de la saison régulière, vous pouvez vous le procurer pour moins 50%, playoff inclus, soit tout ça pour moins de 60€. De toute façon, à force que j'en parle, le League Pass vous connaissez, c'est juste l'outil ultime pour mater la NBA. Là en ce moment, avec la course au playoff qui bat son plein, il va y avoir tout plein de matchs cool à ne pas manquer. Ça va être maintenant que tout se décide pour pas mal d'équipes.
équipes, et dans la conférence Ouest, le classement est ultra serré, ça va être dément. Sauf que si votre équipe est déjà qualifiée, ou au contraire déjà éliminée, pas de souci, vous le rentabiliserez quand même votre League Pass. Les passionnés d'histoire qui ont cliqué sur cette vidéo ne seront pas déçus. En vous abonnant, vous aurez accès à toute une sélection de matchs classiques, les plus mythiques, mais aussi plein de reportages et d'images d'époque sur NBA TV. Ça, si vous voulez vous renseigner sur pas mal de joueurs dont on va parler aujourd'hui, ce sera l'idéal. En fait, il y a tellement de contenu sur cette appli que si tu veux, tu peux rester connecté à la NBA H24 en découvrant à chaque fois de nouvelles choses. Perso, moi j'adore, alors si tu veux profiter de cette belle réduc, kiffer la NBA, mais aussi soutenir la chaîne, go utiliser mon lien que tu trouveras dans la description. Chaque clic supportera directement la chaîne, du coup je t'invite à le faire et surtout n'oublie pas, cette fin de saison va être complètement folle. Allez, let's go pour mon ranking maintenant, et pour commencer, à la place numéro 6, voici James Harden. Très souvent, on le considère à juste titre comme l'un des meilleurs joueurs all-time en isolation, et c'est vrai qu'il a des arguments pour ce débat. Rappelez-vous comment dans son prime avec ses dribbles, il arrivait à créer la séparation soit pour sanctionner de loin avec sa main gauche, soit pour attaquer le périmètre, et conclure. Capable de s'arrêter à mi-distance même s'il utilise peu cette zone, ou de scorer sous le cercle, c'est vrai que le barbu a toute la panoplie, et je ne parle même pas de son step back totalement létal. Il est aussi un expert pour provoquer des fautes, et ce côté filou l'a bien aidé pour remporter 3 trophées de meilleur scoreur, mais aussi pour faire 4 perfs à 60 points et plus, qui d'office lui offre 7 étoiles. Le problème, si vous avez bien compris mon système, c'est que ses lancers francs lui apportent un malus également. Sans ce malus, le barbu aurait pu viser le top 3. Avec ce malus, ça devient plus compliqué. En tentant plus de 8 lancers francs par match en moyenne en carrière, il perd donc 4 étoiles. C'est conséquent. Il en perd également 3 de plus pour ce qui est de la variété de ses shoots, lui qui en moyenne tente 47% de ses tirs derrière la ligne à 3 points. Ceci dit, globalement, et même s'il y a mieux que lui dans le domaine, il reste un scoreur plutôt efficace. En affichant une moyenne de 113 points pour 100 possessions, il obtient 2 étoiles supplémentaires, et même 3 de plus encore pour sa moyenne de 0,7 points inscrits en moyenne par minute en carrière. Ça commence à faire une jolie somme. Surtout que son true shooting de 61%, qui encore une fois met bien en valeur ses tirs à 3 points et ses lancers francs, lui ajoute à nouveau 4 étoiles. Globalement, les critères que je recherche, il les remplit, pas de soucis, les cases il les coche. Il est un scoreur aux 3 niveaux, qui avec son handle et ses appuis arrive vraiment bien à manipuler les défenses adverses et à profiter de leurs failles. Même si aujourd'hui, avec des qualités athlétiques qui sont en déclin, c'est un petit peu moins flagrant, il faut tout de même s'en rappeler, Harden Prime, c'était quelqu'un. Son style ne vous plaira peut-être pas du tout, et je peux le comprendre, mais il me semblait quand même essentiel aujourd'hui de mettre en avant ses qualités, et elles sont nombreuses. Entre 2014 et 2020, son impact au scoring était ultime, lui qui a su bien profiter du jeu et des règles de son époque. En fait, de manière générale, là où Harden perd des points sur ses concurrents, c'est pour ses pourcentages légèrement en dessous de ses adversaires, et pour sa trop grosse tendance à utiliser la ligne des lancers francs pour scorer. En fait, il vit un peu derrière la ligne des lancers et celle des 3 points, ce qui lui enlève aussi des étoiles pour le manque de variété. Pour le reste, même si jamais il n'obtient un total de 5 étoiles dans les catégories étudiées, c'est quand même très fort. À mon sens, il a tout le bagage pour être bien placé dans ce débat, et si l'on fait le total, on arrive à un joli score de 9 pour Harden, ce qui lui offre la 6ème place pour notre classement des scoreurs les plus skillés all-time. Et encore une fois, je le répète, ne le pénalisez pas pour les lancers francs, et c'est littéralement le podium qui l'attend. En place numéro 5, voici maintenant le Black Mamba, Kobe Bryant. Instinctivement au départ, je l'aurais probablement placé un petit peu plus haut, mais au final, quand je vois les noms devant lui, je me dis que finalement ça peut avoir du sens de le mettre à cette place 5. De toute façon, Kobe on le connaît, avec ses qualités athlétiques qui lui permettaient d'attaquer le cercle comme il le voulait, son toucher à la finition, son adresse naturelle, sa panoplie de turnaround jumpers, mais aussi grâce à la quantité de travail qu'il a fourni, l'arrière pendant toute sa carrière s'est affiché comme un scoreur définitivement élite. Il fait partie de ce genre de mec qui constamment trouvera une solution pour se créer une opportunité de scorer, grâce notamment à un footwork complètement incroyable, l'un des meilleurs de l'histoire pour un joueur qui n'est pas pivot. Ses instincts pour mettre aux 3 niveaux le ballon dans le panier sont juste fous, et il est finalement logique de retrouver Kobe Bryant dans ce classement. 3ème meilleur scoreur all-time en termes de toto, le Mamba n'a jamais été un shooter pur à 3 points. N'empêche que son adresse de 33% en carrière dans le domaine reste propre, au vu de son jeu et de l'époque au sein de laquelle il a évolué. Toutes ces qualités lui ont permis de faire 6 matchs à 60 points ou plus, dont une masterpiece à 81 points contre Toronto, qui direct lui file 5 étoiles. Ces 2 trophées de meilleur scoreur de la régulière lui en ajoutent 2 supplémentaires. Maintenant, on le sait, notamment à certaines périodes de sa carrière, le Mamba a sacrément arrosé, et l'adresse, ça n'a pas toujours été son fort. En scorant en moyenne 0,69 points par minute et 1,16 par possession, il n'obtient respectivement que 2 et 3 étoiles dans ces domaines. Son true shooting de 55% en carrière ne fait également pas partie des meilleurs, même s'il lui apporte également 2 étoiles de plus. Quant au malus, c'est plutôt pas mal, même si sa moyenne de 7,4 lancés tentés par rencontre lui enlève 3 étoiles, il est quand même un joueur avec une panoplie
repli de shoot très équilibré, lui qui en moyenne prend 21% de ses tentatives derrière la ligne à 3 points. Il n'évite donc pas le malus, mais ne perd qu'une seule étoile dans le domaine. Ça reste très propre. En fait, j'ai envie de dire qu'en termes de qualité pure, d'éthique de travail et de killer instinct, Kobe Bryant est un exemple pour tous les scoreurs NBA qui lui ont succédé. Comme on le voit en observant son bilan, lui aussi coche énormément de cases. Là où il pêche globalement, c'est sur l'efficacité, et finalement, 2 trophées de meilleur scoreur de la saison, c'est peu par rapport à ses principaux concurrents. Ceci dit, lors de ces campagnes-là, le Mamba en termes de scoring marchait sur l'eau. Il ne lui manque probablement qu'un peu plus de régularité sur ses pourcentages sur l'ensemble de sa carrière pour viser des places plus hautes dans ce ranking. À la base, j'avoue que quand je réfléchissais à cette vidéo, j'imaginais que Kobe finirait mieux classé, mais au final, en prenant un petit peu de recul, c'est logique de le pénaliser par rapport à son manque d'efficacité contrairement aux autres joueurs qu'il affronte. En numéro 4 par contre, voici un joueur que lui, je ne m'imaginais pas du tout voir classé si haut, George Gervin. Et pourtant, je me suis rendu compte, en me penchant un petit peu plus sur son cas, en préparant cette vidéo, qu'il était finalement assez logique et important de parler de lui. Même si lui, je n'ai pas pu le voir jouer en direct, vu qu'il évoluait principalement dans les années 70 et 80, je le connaissais quand même avant tout pour sa maîtrise ultime du finger roll. Après avoir débuté sa carrière en ABA, il utilisera largement ce geste ensuite pour terminer 4 fois meilleur scoreur de la NBA, et ainsi choper les 4 étoiles qui vont avec. Son duel à distance avec David Thompson pour remporter le trophée de meilleur scoreur en 1978 grâce à une perf lors du dernier match de la saison à 63 points, sa seule en carrière à plus de 60, est resté dans les annales, et lui ajoute une étoile de plus. Si l'on parle peu de lui de manière générale, c'est que individuellement ou collectivement, il n'a pas remporté grand chose, mais il faut quand même se rappeler qu'il a terminé à 2 reprises deuxième dans la course du trophée pour le MVP. Avec son physique super fin, avec des segments super longs, mais aussi de vraies qualités athlétiques, Gervin possédait tous les outils de la scoring machine. Capable de finir en finesse, de poser un dunk ravageur ou encore de s'arrêter pour planter un jump shoot, l'ailier avait un côté vraiment indéfendable pour son époque. En affichant des moyennes de 0,78 points par minute et de 125 points pour 100 possessions, il affiche des chiffres élites dans ces deux domaines qui lui rapportent respectivement 4 et 5 étoiles. Ajoutons à ça une très belle efficacité, matérialisée par un true shooting à 57% qui lui donne 3 étoiles, et oui, ça commence à en faire des arguments pour le Iceman. Il était un joueur passionné par le basket, plein de confiance, et qui possédait absolument tous les outils pour briller au scoring. Le truc, et ça va le pénaliser, c'est qu'il évoluait à une époque où le tir à 3 points n'était que peu utilisé. Ça, en termes de polyvalence, ça lui fait mal un peu, mais c'est plutôt logique de prendre ça en compte. Si les joueurs d'aujourd'hui ont une arme supplémentaire avec le tir extérieur, c'est normal de considérer qu'ils sont plus skillés. Pour Gervin, pour faire simple, il shootait depuis le périmètre seulement une fois tous les 2 matchs en moyenne. Ça fait très peu. Et même s'il dispose de tout plein d'autres qualités qui viennent compenser, il manque toujours à Gervin ce petit quelque chose dans le shoot extérieur qui lui permettrait d'être un scoreur vraiment polyvalent par rapport à ceux d'aujourd'hui. Il obtient donc un malus de 5 étoiles pour ça, tandis que ses 6,8 lancers francs tentés en moyenne par match lui octroient, eux, un malus de 2 étoiles. Ça va. Par contre, je ne cache pas que j'aurais adoré voir ce joueur à notre époque, vu ses qualités physiques, ses qualités pour le scoring aussi, et tous les outils qu'il possédait. Ajoutez-lui un tir de loin et son niveau pourrait être fou, dans la mesure où dans l'efficacité globale, il est juste l'un des meilleurs all-time. Malheureusement, ce n'est pas ce qui lui était demandé à l'époque, et sans cette composante, logique qu'il perde pas mal de points dans le critère de la variété des shoots pris. Cependant, et ça lui fait du bien dans ce ranking, il compensait plutôt bien avec un vrai talent à mi-distance. Puis pour aller plus loin, il lui manque également peut-être en carrière 2 ou 3 grosses perfs à 60 points ou plus pour viser le podium. Alors même si le podium échappe à Gervin avec 10 points, il obtient une bien belle 4ème place, ex-aequo avec Kobe. Ceci dit, vu que Gervin a été 4 fois meilleur scoreur contre 2 pour Kobe, un marqueur essentiel pour situer le joueur dans son époque, c'est bien l'ailier des Spurs que je mets devant. Comme je vous l'ai dit au début, à la base, je ne l'attendais pas si haut, le Iceman, mais plus j'y réfléchis et plus je trouve ça mérité. En place numéro 3 maintenant, sur la plus basse marche du podium, voici maintenant le chef, Stephen Curry. Si beaucoup ne le considèrent que comme un shooter, le meilleur de l'histoire, sans trop de débat possible, je trouve qu'il se plante. Bien sûr que le tir à 3 points représente une composante essentielle de son jeu, et vu qu'en carrière il prend plus de 50% de ses tirs derrière la ligne, il prend direct un malus de 4 points. Cependant, en tirant moins de 5 lancers francs par rencontre, il ne prend aucun malus pour ce domaine, et ça compense. Maintenant, c'est vrai que Curry n'est pas non plus le joueur qui a fait le plus de cartons au scoring dans l'histoire de la Grande Ligue. En revanche, avec 2 titres de meilleur scoreur de la saison, mais aussi 2 matchs à 60 points et plus, l'arrière possède de belles lignes sur son CV. Il est un expert pour naviguer entre les écrans, se libérer et sanctionner en une fraction de seconde en catch and shoot. Et ce que je pense, même si évidemment le tir longue distance reste son arme principale, c'est qu'on sous-estime bien trop souvent la façon d'attaquer le cercle du chef. Ok, il n'est pas un joueur particulièrement athlétique, mais peu importe, il a appris à s'en sortir autrement. Avec sa panoplie de dribbles, de feintes et de spin move, il arrive très régulièrement à slalomer entre les défenseurs. Ensuite, avec son toucher et sa finesse sur ses lay-ups et ses flotteurs, il fera le reste, et c'est bien souvent rudement efficace. Comme quoi, même s'il est un excellent shooter, c'est quand même
même très réducteur de ne le considérer que comme ça. Et puis si vous doutez de son efficacité, encore une fois, des chiffres viennent illustrer ce constat. En tournant à 0,72 points par minute, il prend 3 étoiles. En scorant 122 points pour 100 possessions, il en prend 4 de plus. Et enfin, avec un true shooting record de 62%, il en glane encore 5 supplémentaires. C'est très lourd. Alors oui, bien sûr, Steph reste avant tout un sniper, c'est indéniable. N'empêche que malgré les 4 étoiles de malus qu'il ramasse pour le manque de variété, son efficacité et son talent lui permettent d'exister dans ce classement. Du coup, Curry, meilleur shooter all-time certes, mais aussi 3ème scoreur le plus skillé de tous les temps, selon mes chiffres et mon tableur. Et pour un mec de seulement 1m90 qui ne saute pas forcément super haut, ça reste un réel accomplissement. Oui, en termes de volume et d'efficacité sur tous les shoots qu'il prend, Stephen Curry reste un sacré phénomène dans le scoring. En place numéro 2, voici maintenant Kevin Durant, et vous allez le voir, il est vraiment sur les talons du numéro 1. Est-ce que je l'attendais si haut? Oui, clairement. KD est un monstre pour ce qui est du scoring. Normalement, en tout cas c'est ce que l'histoire nous avait appris jusque-là, les 7-footers ne sont pas censés se déplacer et shooter comme Kevin Durant est capable de le faire. Avec ses outils et sa longueur, KD n'est pas loin d'être incontrable quand il dégaine. Totalement capable de créer la séparation, l'ailier dispose d'un sens du panier, d'une adresse et d'un toucher qui n'ont que très peu d'égal dans l'histoire. Avec un physique très similaire à celui du Iceman, beaucoup l'ont rapidement considéré comme le George Gervin 2.0, et c'est vrai qu'il y a de ça. Durant possède les mêmes qualités que notre numéro 4 du jour, mais en version plus boostée, plus moderne. Le mec est tout aussi explosif, mais il est plus grand, plus long, plus adroit, et en plus de ça, il est capable de casser des chevilles, balle en main. Toutes ces qualités, ça lui a permis de terminer 4 fois meilleur scoreur de la ligue, et c'est hyper lourd. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est son efficacité, sa réussite, venant du fait qu'en NBA, l'ailier peut à peu près shooter sur la tête de qui il veut. 62% dans le true shooting et une moyenne de 128 points inscrits sur 100 possessions, c'est du jamais vu dans l'histoire. Ça lui offre directement 5 étoiles dans chacun de ces deux domaines. De plus, avec une moyenne de 0,74 points marqués par minute, il obtient 3 étoiles supplémentaires. Est-ce que là déjà vous commencez à comprendre à quel point KD est parti pour tout casser au niveau des étoiles? Surtout qu'en prenant 26% de la totalité de ses tirs derrière la ligne à 3 points, il se situe dans la proportion que j'estime parfaite. Il ne prend donc aucun malus pour cette catégorie, seuls ses 7,5 lancers francs tentés en moyenne par match le contraignent à subir un malus de 3 étoiles. Alors qu'est-ce qui lui manque à KD pour être le numéro 1? Eh bien déjà, il faut se rendre compte évidemment que la concurrence est rude. Mais surtout, je pense qu'il lui manque une vraie perf au scoring, des matchs à 60 points et plus. Ça, il ne l'a jamais fait, et jusque-là, son record en carrière est de 55 points, ce qui ajoute une jolie ombre à son tableau, dans ce ranking. Après, le reste est tellement parfait ou presque, ses outils sont tellement complets, tellement élites, que cette ombre, on arrive vite à la mettre de côté. Si l'on mixe éventail, polyvalence et efficacité, Kevin Durant est probablement le meilleur scoreur all-time, d'autant plus que sa sélection de tirs parfaitement équilibrée lui permet de marquer depuis tous les spots. C'est bien pour ça qu'il arrive à choper un total de 14 étoiles. Ceci dit, en plus de la concurrence, c'est peut-être le manque de volume et de perf marquante qui manque à KD. Le joueur semble pourtant capable de répondre favorablement à de telles attentes, mais jusque-là, il ne l'a jamais fait. On ne peut donc pas le prendre en compte aujourd'hui. Contrairement à d'autres, KD n'est pas un méchant, un bourreau, qui jubile à l'idée d'atomiser son adversaire en lui scorant 70 points sur la tronche juste par plaisir de faire souffrir. Donnez-lui ce mental et plus personne ne pourrait le tester dans ce classement. Alors en attendant de voir si un jour l'ailier dépasse la barre des 60 points, il se retrouve à la 2ème place de ce ranking. Une place très honorable. De toute façon, pour moi, KD à la base c'était soit premier, soit 2ème. Ce classement par les chiffres est donc validé pour ma part. Et le numéro 1, vous vous en doutez peut-être, c'est Michael Jordan. Mais avant de parler de lui, une petite parenthèse que je trouve nécessaire. Je vois déjà les infatigables du débat du GOAT hurler dans les commentaires. Mais calmez-vous, aujourd'hui on n'est pas là-dedans. Oui, en termes de quantité de points, LeBron est le meilleur scoreur all-time. 40 000 points, ça semble imbattable, infranchissable. Et pourtant, le King l'a fait et ne se situe pas dans mon classement. Ça peut paraître une hérésie comme ça. Par contre, je dois le dire, il n'était pas loin. Avec un total de 8 étoiles, il était dans le wagon juste derrière mon top 6. Sauf que ça a été trop juste. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire que si le meilleur scoreur all-time en termes de quantité n'est même pas dans le top 6 des scoreurs les plus skillés, c'est que mon système a un problème. Mon système est cassé. Je peux comprendre que vous pensiez ça, mais à mon avis c'est un raccourci. Et à mon sens, ce n'est pas si évident que ce que vous pouvez le penser. Si Jordan est dans le débat du GOAT, c'est avant tout pour ses incroyables qualités de scoreur, dont on parlera juste après. En parallèle, même si LeBron est un super scoreur, s'il est dans le débat du GOAT, c'est avant tout pour sa polyvalence, sa régularité à travers le temps et sa longévité. Peut-être que si le King avait consacré la majorité de son énergie au scoring, il y serait dans ce classement, qui sait. Il semble avoir les outils pour. Cependant, le King, et c'est tout à son honneur, a préféré être le joueur le plus complet possible, plutôt qu'être seulement un joueur étiqueté comme un scoreur. Il a eu raison, ça a fonctionné, ça lui a permis de créer sa legacy, et rien à dire sur l'immense joueur qu'est le Chosen One. Ceci dit, il n'est pas un scoreur pur comme les 6 autres que nous avons abordés aujourd'hui, et même si c'est dur, on peut finalement comprendre que malgré les brouettes de points qu'il a inscrits dans sa carrière, son style de jeu le sort du ranking du scoreur le plus gifté all-time. Ça ne l'empêche pas d'être un joueur légendaire qui, évidemment, a sa place dans le débat du GOAT. Mais ça c'est encore une autre histoire, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, alors revenons au scoring pur et dur et à Michael Jordan, numéro
numéro 1 de notre ranking. Bon déjà, 10 trophées de meilleur scoreur de la saison, c'est au moins 3 de plus que n'importe qui dans l'histoire de la ligue. Déjà, ça permet de situer le bonhomme et la domination qu'il avait en termes de scoring. Ces 5 étoiles s'ajoutent aux 5 qui viennent récompenser ses 5 matchs en carrière à 60 points ou plus. Mais surtout, il faut se rendre compte que son efficacité et son volume à MJ, c'est du grand n'importe quoi. Michael Jordan, il avait une précision et une puissance dans ses appuis qui lui donnaient un aspect complètement instoppable. Et ce qui est fort, c'est que tout au long de sa carrière, il a su adapter sa façon de scorer au déclin de ses qualités athlétiques. Super dunker à ses débuts, il a appris de plus en plus à s'écarter, pour ensuite devenir un expert du fadeaway à mi-distance. Toutes ces qualités lui permettaient de scorer 1,27 points par possession, 5 étoiles, 0,79 points par minute, 4 étoiles, tout en affichant un excellent true shooting de 57%, 3 étoiles de plus. Là, en fait, il faut juste se l'avouer, MJ avait tout. Le volume, l'efficacité, la réussite et le killer instinct. Sans les malus, il aurait atomisé tout le monde d'au moins 4 points dans ce ranking. Ça aurait été un véritable raz-de-marée. Cependant, comme je l'expliquais en début de vidéo, ça me semble cohérent de les ajouter, ces malus. 8 lancers francs en moyenne tentés par match, ça fait beaucoup, tandis que seulement 7% de ses tirs tentés en carrière derrière la ligne à 3 points, ça fait très peu. Après, ok, l'époque joue énormément encore une fois. La preuve, en deuxième partie de carrière, à Chicago, MJ est allé jusqu'à prendre 32% de ses tirs derrière la ligne, avec une réussite très correcte. Comme quoi, pour lui, prendre un malus de 4 points pour la polyvalence, c'est quand même super sévère, vu comment à travers les années, il a réussi à faire évoluer son jeu. Mais au final, peu importe, regardez, mon système a beau mettre à Jordan énormément d'étoiles de malus, le reste est tellement propre, tellement complet, tout ça avec un tel volume que même avec un moins 8 là-dedans, l'ancien arrière des Bulls chope 14 étoiles. Alors oui, 14 c'est exactement le même chiffre que KD, mais je garde tout de même la première place pour MJ. Quand on voit la quantité de malus auquel il survit, mais aussi que ses 10 trophées de meilleur scoreur de la ligue ne lui apportent que 5 étoiles, c'est vrai que c'est difficile de le reléguer à un rang de second. Si les chiffres n'ont pas sorti forcément le classement que j'aurais fait au préalable, instinctivement je trouve tout de même le résultat hyper intéressant. Et si globalement à la base j'aurais pu critiquer et contester certains choix, l'analyse finalement nous a montré que ce ranking pouvait être plutôt cohérent, en tout cas justifiable. Encore une bonne mission accomplie donc pour la team tableur, et vous, j'ai hâte, donnez-moi votre point de vue, donnez-moi votre top 3 des scoreurs les plus giftés all time en NBA. J'ai hâte de vous lire.